Bonjour aux élèves de l'ENCPB, bonjour aussi à mes anciens élèves du lycée Jean-Jacques Rousseau de Sarcelles et à tout visiteur occasionnel de passage. Comme vous voyez, je redémarre cette chaîne de vidéos. Je vais recommencer à poster quelques vidéos de maths. Je rappelle aussi aux élèves de première qu'ils ont à disposition quelques anciennes vidéos que j'avais faites l'année dernière pendant le premier confinement, notamment sur les dérivés. C'était à destination d'élèves de terminale STMG, mais le programme est à peu près le même que celui de première sur les dérivés. Pour les élèves de terminale, il y a aussi un cours complet sur les intégrales qui avait été fait pour des S et le programme est à peu près le même en terminale STL. Donc, vous pouvez consulter ces anciennes vidéos. Donc, je vais de nouveau poster quelques vidéos sur cette chaîne, notamment eh bien, celle-ci qui va être consacrée à la trigonométrie pour les élèves de première STL. Et puis, il y en aura certainement une deuxième de trigonométrie parce que il reste beaucoup de choses à aborder une fois qu'on aura terminé le programme de celle-ci. J'ai aussi prévu donc une vidéo d'introduction à la programmation fonctionnelle avec Python, donc une vidéo d'introduction à Python. Une vidéo court sur les équations différentielles pour les terminales STL, qui va aborder des choses qu'on a juste abordées en cours pour l'instant, et donc qui va aller un petit peu plus loin que ceux où on s'est arrêté juste avant ces vacances. Et puis aussi des corrections d'exercices et peut-être d'autres choses à venir. Bien, dans cette première vidéo, on traitera l'intégralité du programme de trigonométrie de première STL. Cette vidéo sera suivie d'une autre vidéo de trigonométrie qui viendra plus tard, où l'on traitera une longue série d'exercices. Dans l'ensemble de ce qu'on va traiter, il y a donc d'abord la construction du cercle trigonométrique avec la notion d'angle orienté, la construction des fonctions cosinus et sinus. On verra un aspect un petit peu à la limite du programme en regardant le cercle comme une courbe paramétrée, ce qui permet de comprendre ce qui se passe au niveau des dérivés du cosinus et du sinus. Et une fois que cette construction sera faite, on ira voir quelques propriétés du cosinus et du sinus que l'on peut déduire des symétries du cercle ou de quelques constructions géométriques faites sur le cercle trigonométrique. Commençons donc par expliquer ce qu'est ce cercle trigonométrique. Il s'agit tout simplement d'un cercle de rayon 1 centré sur l'origine d'un repère orthonormé du plan. Donc on considère un repère orthonormé du plan, un repère OIV. On sait que le choix du vecteur J une fois le vecteur I fixé n'est pas unique, il y en a deux possibles. Une fois qu'on en a fixé un, on fixe en même temps que le repère choisi, on fixe une orientation du plan. Une fois ce repère orthonormé choisi, il existe un seul cercle de rayon 1 centré en haut, c'est ce qu'on appelle le cercle trigonométrique. Je rappelle d'ailleurs que la définition que l'on a d'un cercle, c'est que c'est l'ensemble des points qui sont à la distance 1 de son centre, donc ici de l'origine. Ce type de définition, on va voir qu'elle pose un petit problème, c'est que la notion de distance sur un cercle n'est pas très bien définie. On va admettre qu'on peut calculer des distances sur le cercle, c'est ce qu'on va faire ensuite, mais pour préciser cette notion, on aura besoin de la notion de courbe paramétrée qui viendra un petit peu plus loin. Petit rappel sur ce que l'on appelle une distance. Si le point M a pour coordonnées x et y dans le repère orthonormé, alors la distance OM, c'est la norme du vecteur OM qui est donnée par une formule issue du théorème de Pythagore, racine carrée de x carré plus y carré. Ainsi, tous les points du cercle sont à la distance 1 de l'origine, c'est-à-dire qu'ils vérifient tous x carré plus y carré égale 1, et réciproquement, tous les points qui vérifient x carré plus y carré égale 1 appartiennent au cercle. On dira que x carré plus y carré égale 1 est l'équation du cercle. On admet donc, je viens de le dire, qu'on peut mesurer des distances sur le cercle. L'idée physique revient à considérer que l'on tend un petit bout de fil le long du cercle, puis qu'on l'éloigne du cercle et qu'on mesure la longueur de ce petit bout de fil. Ce n'est pas une définition mathématique. On verra que pour avoir une définition mathématique de la distance sur un cercle, on a besoin de considérer celui-ci comme une courbe. Or, c'est moins simple que ça en a l'air, comme on va voir plus tard.
De même, en restant sur l'interprétation intuitive de ce que c'est que mesurer une distance sur le cercle, on sait qu'on peut parcourir le cercle dans deux sens, soit dans le sens direct, en allant du vecteur i vers le vecteur j, soit dans le sens indirect. C'est ce qu'on appelle les orientations du plan. La mesure d'un arc du cercle peut donc être faite soit en parcourant le cercle dans le sens direct, soit dans le sens indirect. On va donner un signe à la mesure d'un arc, ce qui donnera une mesure algébrique. Si on mesure l'arc dans le sens direct, on lui mettra le signe plus. Si on va dans le sens indirect, on lui mettra le signe moins. Attention, si l'on considère deux points du cercle, on peut partir dans le sens direct du point A pour aller au point B, ou dans le sens indirect, on arrivera aussi au point B, mais on peut aussi, une fois dépassé le point B, refaire un tour complet du cercle et arriver de nouveau au point B. Le périmètre du cercle, c'est 2π fois le rayon, or le rayon ici vaut 1, donc on peut rajouter une infinité de fois possible le nombre de π qui correspond à un tour complet, ou retirer, autant de fois que l'on veut, le nombre de π. On dira que les mesures sont définies modulo de π. Deux mêmes mesures qui sont éloignées d'un multiple de 2π correspondent à des mesures du même arc, ce que l'on va voir sur une figure géométrique très bientôt. Précisons encore la notion d'angle orienté entre deux vecteurs. Si l'on a un couple de vecteurs u et v, on peut parler de l'angle orienté entre les vecteurs u et v. Il s'agit de prendre des représentants de ces vecteurs centrés sur l'origine, et la mesure en radians de l'angle orienté sera la mesure de l'arc du cercle entre, d'une part, le point d'intersection du cercle avec la demi-droite issue de O et dirigée par U, et le point d'intersection du cercle avec la demi-droite issue de O et dirigée par V. Par conséquent, puisqu'on vient d'introduire les mesures algébriques, l'arc VU sera l'opposé de l'arc UV, toujours modulo de π, et on aura la relation de Chasles. Si on va d'un vecteur U à un vecteur V, puis du vecteur V à un vecteur W, les mesures des angles s'additionnent et on obtient une mesure de l'angle UW, toujours une mesure modulo de π, comme on vient de l'expliquer. Résumons ce que l'on vient de dire avec une figure. On se place dans un repère orthonormé OIJ, où le vecteur I est le vecteur OI, le vecteur J est le vecteur OJ. J'ai ici choisi de représenter I vers la droite et J vers le haut, ce qui est le choix classique pour un sens direct. Donc ici, notre sens direct, c'est le sens de rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, celui qu'on surnomme aussi le sens trigonométrique, puisque c'est le choix classique qui est fait pour les représentations. Et on considère le cercle de centre O et de rayon 1, donc passant par les points I et J. Maintenant, pour un point M quelconque choisi sur le cercle, si je note U le vecteur OM, l'angle entre le vecteur I et le vecteur U est mesuré directement par la longueur de l'arc de cercle qui va de I à M. Donc ici, si le point M se trouve ici, l'angle entre I et U possède une mesure d'environ 0,75. Si je déplace le point M, par exemple ici, j'aurai une mesure d'environ 2,55 radians. Cette mesure correspond simplement à la longueur de l'arc. On obtiendrait une autre mesure en prenant la longueur de l'arc IM dans le sens indirect, celui qui est présent ici en noir, et en mettant un signe moins devant. Et on peut aussi rajouter autant de fois qu'on veut le tour complet du cercle, dont je rappelle qu'il vaut 2π. Un angle plat correspond à une mesure de π, 3,14, comme on le voit ici, et un tour complet à une mesure de 2π, 6,28, comme on le voit ici. Remarquons aussi que l'on peut raisonner dans l'autre sens. Si l'on nous donne un nombre t, il y a un seul point M
du cercle tel que l'angle entre I et U vale t. Donc par exemple, pour le nombre 0,2, le seul point qui correspond est celui que l'on voit ici sur ma figure. Ainsi, un seul nombre t suffit à repérer un point du cercle, mais on sait que pour se repérer dans le plan, on utilise habituellement un autre mode de repérage, celui qu'on appelle les coordonnées cartésiennes. Si l'on fait le produit scalaire du vecteur U avec le vecteur I, on obtient l'abscisse du point M, et si l'on fait le produit scalaire du vecteur U avec le vecteur J, on obtient l'ordonnée du point M. Un point du cercle peut donc être représenté de plusieurs manières, en donnant la mesure de l'arc ou en donnant les coordonnées du point. On va voir que le passage de l'un à l'autre est exactement ce qui définit les fonctions cosinus et sinus. Comme on vient de le voir, à chaque point du cercle, on peut associer l'angle orienté IOM de mesure t, ou réciproquement, à chaque nombre t, on peut associer un seul point du cercle. Par définition, l'abscisse du point M, on va appeler ça le cosinus de l'angle. Et le sinus de l'angle, ce sera l'ordonnée du point M. Comme je viens de le dire, on peut raisonner de façon réciproque en prenant d'abord le nombre t, en lui associant un point M. Alors, l'abscisse de ce point donne le cosinus de t, et l'ordonnée de ce point donne le sinus de t. On définit ainsi des fonctions cosinus et sinus, puisque à chaque nombre réel, on a associé un nombre cosinus de t et un nombre sinus de t, les coordonnées du seul point M, tel que l'angle entre I et OM, vaut t modulo de pi. Avec cette simple définition, on comprend que les cosinus et sinus étant des abscisses et des ordonnées de points du cercle de rayon 1, ce sont des nombres compris entre moins 1 et 1, et qui vérifient quelques propriétés géométriques que l'on pourrait deviner dès maintenant. Cependant, si l'on veut comprendre réellement les propriétés des fonctions cosinus et sinus, on va devoir regarder de façon un petit peu plus précise comment se comportent cosinus et sinus lorsque t varie. Mais qu'appelle-t-on réellement mesurer des distances sur le cercle? Une manière de comprendre ceci est d'imaginer le cercle comme étant réellement une courbe. La première définition qu'on avait donnée était celle d'un lieu géométrique, l'ensemble des points qui sont à la distance 1 de l'origine. Mais plus simplement, on peut se dire que le cercle est l'ensemble des points par lesquels passe un point M au cours du temps, à condition simplement qu'il se déplace de la façon suivante. Ici, vous voyez le point M tourner régulièrement autour du cercle à vitesse constante. Et regardez le nombre t, il augmente régulièrement et il indique la distance qui a été parcourue sur le cercle. Ainsi, on peut imaginer un point M qui parcourt ce cercle, qui parcourt l'ensemble des points à la distance 1 de l'origine, et la distance parcourue sur le cercle correspondra simplement au temps de parcours. Cette manière de voir est ce que l'on appelle un paramétrage de courbe. On est ici en train d'admettre que le cercle est effectivement ce que l'on appelle une courbe, c'est-à-dire quelque chose que l'on peut paramétrer par deux fonctions, l'une donnant l'abscisse au cours du temps et l'autre l'ordonnée au cours du temps. Nous allons préciser ceci de façon un petit peu plus mathématique maintenant. Donc, considérons le cercle comme une courbe, c'est-à-dire l'ensemble des points par lesquels passe un mobile au cours du temps. L'ensemble des points d'abscisse x de t et y de t, où les fonctions x et y sont définies sur un intervalle réel i. On va supposer de plus, ce qui paraît raisonnable quand on voit à quoi ressemble un cercle, qu'il s'agit d'une courbe lisse, c'est-à-dire que les fonctions x et y sont continues, on ne saute pas d'un point à un autre, et dérivables, on ne change pas de direction brutalement. Le vecteur position, c'est le vecteur OM, celui que j'avais représenté en vert sur la figure précédente.
La dérivée de la position par rapport au temps, c'est ce qu'on va appeler le vecteur vitesse. Et par définition, la direction tangente à la courbe, c'est la direction du vecteur vitesse. Si l'on revient sur le cours sur les dérivées, on verra que la définition qu'on avait donnée d'une tangente à une courbe correspond à un cas particulier de vecteur tangent à une courbe particulière. En effet, la courbe d'une fonction, c'est la courbe dont l'abscisse est donnée par le paramètre x et dont l'ordonnée y est donnée par la fonction f de x. Alors la dérivée de la position par rapport au paramètre donnera 1 en abscisse et f' de x en ordonnée. Et l'interprétation géométrique que l'on avait fait de la dérivée était bien qu'effectivement, le vecteur d'abscisse 1 et d'ordonnée f' de x était tangent à la représentation graphique d'une fonction. Ici, on a un cas un peu plus général, et on peut retenir cette idée plus générale si on a une courbe paramétrée par deux fonctions x de t et y de t. Alors, le vecteur dirigé par x' de t et y' de t donne la direction tangente à la courbe. La norme de vecteur vitesse peut être interprétée comme étant la distance parcourue par unité de temps. Notamment, si l'on suppose que en chaque point, la vitesse a pour norme 1, ce qui suppose un choix correct du paramétrage, alors la distance parcourue entre la date t égale 0 et la date t, c'est simplement le temps de parcours t. On peut donc revenir sur notre paramétrage et le préciser. On va supposer qu'à t égale 0, on est au point I, le point d'abscisse 1 et d'ordonnée 0. On va supposer que le parcours est fait dans le sens direct et qu'il est fait à vitesse constante, vitesse de norme 1. Quand je dis à vitesse constante, il s'agit bien de la norme de la vitesse qui reste constante. Comme on va le voir sur un dessin, la direction de la vitesse, elle, va changer. Avec cette supposition, au bout d'un temps t, on a parcouru la distance t, et donc, cette fois-ci, la définition que l'on avait donnée de distance parcourue sur le cercle correspond simplement au temps de parcours. Par contre, on peut réutiliser ce que l'on avait dit auparavant, c'est-à-dire que l'abscisse donne la fonction cosinus et l'ordonnée la fonction sinus. Cette définition permet de dire que x, c'est la fonction cos, et y, c'est la fonction sin. Que l'on peut les prolonger sur R tout entier, en répétant le même parcours une fois qu'on a parcouru un tour complet. Or, le tour complet mesurant 2π, eh bien, on a des fonctions qui sont périodiques de période de π. Si l'on rajoute 2π à t, on retombe à la même valeur de cosinus et de sinus. Ce point de vue permet de comprendre ce qui se passe au niveau des dérivées des fonctions cosinus et sinus. En effet, on vient de le dire, le vecteur tangent à la courbe est donné par le vecteur de coordonnées x' de t, y' de t, le vecteur vitesse. Or, on sait, géométriquement, que la tangente à un cercle est perpendiculaire au rayon. Mais cela ne donne plus beaucoup de choix pour le vecteur vitesse. Le vecteur vitesse doit être perpendiculaire au rayon, on veut que le parcours soit fait dans le sens direct, donc on veut que le vecteur v soit un vecteur orthogonal au vecteur u, lui aussi de norme 1, on a supposé qu'on voulait une vitesse de norme 1, et tel que la base uv soit directe. Il n'y a qu'un seul vecteur qui correspond à ceci, c'est le vecteur de coordonnées -yx. Il est plus facile de vérifier qu'il est bien orthogonal au vecteur u par produit scalaire, x fois -y plus y fois x, cela fait 0. Il est aussi de norme 1, puisque x carré plus y carré égale 1, et la norme du vecteur v est -y au carré plus x au carré, ce qui fait encore x carré plus y carré, donc 1. Parmi les deux choix possibles, on va voir sur une figure qu'effectivement, que c'est celui dont l'abscisse est l'opposé de l'ordonnée de u, qui donne une base directe. Conséquence,
x' égale moins y et y' égale x. Autrement dit, la dérivée de la fonction cosinus, c'est l'opposé de la fonction sinus, cosinus' égale moins sinus, et la dérivée de la fonction sinus, c'est la fonction cosinus, sinus' égale cosinus. Je vous ai ici représenté le vecteur vitesse de norme 1, orthogonal à U et tel que UV forme une base directe. On voit qu'il s'agit bien de la direction dans laquelle se déplace le point M lorsque celui-ci se déplace dans le sens direct, uniformément, au cours du temps, comme on va le revoir dans l'animation. À chaque instant, le point M se déplace dans la direction du vecteur V à vitesse constante. Et donc, effectivement, cosinus' égale moins sinus et sinus' égale cosinus. Précisons maintenant l'allure des courbes des fonctions cosinus et sinus, au moins sur l'intervalle 0,2π, puisque, on l'a dit, ces courbes sont périodiques, donc en dehors de cet intervalle, les courbes vont simplement se répéter. On l'a dit, le cosinus, c'est l'abscisse du point M ici en bleu, donc l'abscisse du point d'intersection que vous voyez ici. Le sinus de t, c'est l'ordonnée de ce point, donc l'ordonnée du point d'intersection que vous voyez ici. J'ai demandé ici à GeoGebra de me tracer le point D d'abscisse T et d'ordonnée A, où A est le produit scalaire de U et de I. Autrement dit, le point D est un point de la courbe de la fonction cosinus. On prend T en abscisse et cosinus de T en ordonnée. Et pour le point E, il s'agit d'un point d'abscisse T et d'ordonnée B, où B est égal à U scalaire J, c'est-à-dire sinus de T. Autrement dit, le point E est un point de la courbe de la fonction sinus. J'ai de plus demandé à GeoGebra de me laisser la trace apparente de ces points lorsque je déplace le point M. Je fais donc simplement déplacer ce point M, doucement, et l'on va voir apparaître tous les points par lesquels passent le point D et le point E, c'est-à-dire la courbe de la fonction cosinus pour les points de passage du point D et la courbe de la fonction sinus pour les points de passage du point E. Il s'agit encore de courbes paramétrées, ici avec en abscisse T et en ordonnée cosinus de T pour la courbe de la fonction cosinus, donc le point D, et sinus de T pour la courbe de la fonction sinus, c'est-à-dire le point E. On l'a vu, ces courbes possèdent un certain nombre de symétries qui s'expliquent tout simplement par les symétries de la construction originale du cercle trigonométrique. D'abord, on l'a remarqué, il s'agit d'abscisses et d'ordonnées de points du cercle. Donc, les valeurs sont systématiquement comprises entre moins 1 et 1, ce qui explique l'oscillation des courbes que l'on avait vues entre les ordonnées moins 1 et 1. D'autre part, comme on a remarqué que l'équation du cercle était x carré plus y carré égale 1, eh bien, en tout point, cosinus de t élevé au carré plus sinus de t élevé au carré est égal à 1. Cette relation, qui est très pratique en trigonométrie, est parfois appelée relation fondamentale de la trigonométrie. C'est un bien grand nom pour dire simplement le théorème de Pythagore. En attendant, retenons-la, c'est une relation très importante. Cosinus carré de t plus sinus carré de t vaut toujours 1. Encore une symétrie simple du cercle, un tour complet mesure 2π. Donc une fois que l'on a parcouru un tour complet, on revient aux mêmes valeurs de cosinus et de sinus. Ce sont donc des fonctions périodiques de période de π. Quel que soit t, cosinus de t plus 2π est égal à cosinus de t
et sinus de t plus de pi est égal à sinus de t. On pourrait remarquer une autre symétrie intéressante. Si l'on remplace t par moins t, au lieu de parcourir le cercle dans le sens direct, on le parcourt dans le sens indirect, mais de la même distance. On arrive donc à un point qui se retrouve à la même abscisse, mais à l'ordonnée opposée. Autrement dit, le cosinus de moins t est le même que cosinus de t, même abscisse. On dit que cosinus est une fonction paire. Et par contre, le sinus de moins t est l'opposé du sinus de t. Sinus de moins t égale moins sinus t. On dit qu'il s'agit d'une fonction impaire. Il existe quelques autres symétries assez ressemblantes à celle-ci, ce que l'on va voir sur une figure simple maintenant. Sur cette figure, j'ai donc tracé quelques droites supplémentaires. Non seulement la droite OM, mais aussi les constructions des points symétriques du point M par rapport à l'axe des abscisses et par rapport à l'axe des ordonnées. Si je déplace le point M, vous voyez effectivement se déplacer les trois autres points de façon symétrique par rapport à l'axe des abscisses et par rapport à l'axe des ordonnées. Qu'observe-t-on? Regardons d'abord ce point-là. Le point qui se situe symétriquement au point M par rapport à l'axe des abscisses. L'arc correspondant est l'opposé de l'arc IM. On trouve exactement ce que je venais de décrire. Ce point est à la même abscisse que le point M, mais à l'ordonnée opposée. Autrement dit, cosinus de moins t est égal à cosinus de t, et sinus de moins t est égal à moins sinus de t. Mais regardons maintenant les autres symétries. Elles sont tout aussi intéressantes. La symétrie par rapport à l'axe des ordonnées nous donne cette fois-ci un point de même ordonnée que M, mais d'abscisse opposée. Le point délicat est de comprendre à quelle mesure d'arc il correspond. On retrouve l'arc T, mais non plus depuis le point I. Maintenant, on le trouve à partir du point symétrique du point I par rapport à l'origine. Autrement dit, pour aller du point I à ce point symétrique de M par rapport à l'axe des ordonnées, on doit parcourir d'abord un angle plat, pi, puis retirer t, pi moins t. Et on obtient cosinus de pi moins t égale moins cosinus de t, et sinus de pi moins t égale sinus de t. Enfin, le dernier point ici correspond à un angle plat auquel on a rajouté t. Autrement dit, à pi plus t. Et cette fois-ci, ces coordonnées sont tout simplement symétriques de celles du point M. Autrement dit, cosinus de pi plus t égale moins cosinus de t, et sinus de pi plus t égale moins sinus de t. Il existe encore d'autres symétries, j'en signale ici une intéressante qu'il est bon de connaître. J'ai demandé ici à GeoGebra de tracer le point N de coordonnées y en abscisse et x en ordonnée. Autrement dit, les coordonnées du point M échangées. Je prends les coordonnées du point M et je fais passer l'abscisse en ordonnée et l'ordonnée en abscisse. Regardez ce qu'il se passe lorsque je dépasse le point M. Les coordonnées ont été échangées, ce qui revient au niveau de l'arc à faire un angle droit, c'est-à-dire un angle de pi sur 2, puis à retirer la valeur de t. Le point N est donc à l'angle pi sur 2 moins t. Et donc, on peut retenir que cosinus de pi sur 2 moins t est égal à sinus de t, et sinus de pi sur 2 moins t est égal à cosinus de t. Les cosinus et sinus sont échangés en remplaçant t par pi sur 2 moins t. Il s'agit d'une symétrie par rapport à la droite y égale x. La droite y égale x
Je rappelle qu'il s'agit simplement de la première bisectrice. Si je demande de la tracer, la voici. Terminons ce cours de trigonométrie par quelques constructions qui donnent des valeurs d'angle particuliers qu'il faut être capable de retrouver. D'abord, la construction du triangle équilatéral. On sait que si l'on trace le cercle de centre I passant par O, alors les points créés au point d'intersection avec le cercle de départ fournissent des triangles équilatéraux, et l'on peut répéter cette opération et découper ainsi le cercle en 6 triangles équilatéraux, ce qui permet de comprendre que l'angle à la base d'un triangle équilatéral multiplié par 3 donnera un angle plat. Autrement dit, l'angle à la base du triangle équilatéral vaut π sur 3. Si le point M est situé à l'angle π sur 3, donc ici, par construction, la droite verticale est la médiatrice du segment OI, et donc l'abscisse de ce point vaut 1 demi. On a donc cosinus π sur 3 égale 1 demi. Quant au sinus de π sur 3, puisque x carré plus y carré égale 1, il s'agit du nombre dont le carré additionné au carré de 1 demi donnera 1. Il n'y a qu'une seule solution à ce problème, en tout cas une seule solution positive, c'est racine de 3 sur 2. On retiendra donc que la hauteur du triangle équilatéral vaut racine de 3 sur 2, que c'est le sinus de π sur 3, et que le cosinus de π sur 3 vaut 1 demi. La remarque précédente sur les symétries nous dit que si l'on échange l'abscisse et l'ordonnée de ce point, on se trouvera avec un point pour lequel le cosinus vaudra racine de 3 sur 2, le sinus vaudra 1 demi, et t vaudra π sur 2 moins π sur 3. Or, π sur 2 moins π sur 3, ça fait π sur 6. Donc, cosinus de π sur 6 égale racine de 3 sur 2, sinus de π sur 6 égale 1 demi. On peut remarquer aussi que ce point correspond à une autre construction de triangle équilatéral. Ici, le triangle OMJ est aussi équilatéral. La dernière construction est plus simple. J'ai de nouveau tracé la droite y égale x, dont on a parlé auparavant. Ceci permet de trouver le point pour lequel le cosinus est égal au sinus, y égale x. Or, si y égale x, cela signifie que l'on a ici un carré. Or, la diagonale d'un carré vaut racine de 2 fois le côté, donc le côté est le nombre qui multiplié par racine de 2 donnera 1. Ce nombre est racine de 2 sur 2. Or, il s'agit ici de la bisectrice de l'angle entre I et J. Autrement dit, l'angle que vous avez ici correspond à la moitié d'un angle droit, donc la moitié de π sur 2, π sur 4. On en déduit cosinus de π sur 4 égale racine de 2 sur 2, et sinus de π sur 4 égale racine de 2 sur 2. Nous pouvons donc conclure à propos de ces constructions avec ces valeurs particulières de cosinus et de sinus. Le point I donne cosinus de 0 égale 1, sinus de 0 égale 0. La construction du triangle équilatéral donne cosinus de π sur 3 égale 1 demi, sinus de π sur 3 égale racine de 3 sur 2. Et par symétrie, cosinus de π sur 6 égale racine de 3 sur 2 et sinus de π sur 6 égale 1 demi. De nouveau, par symétrie, en π sur 2, on a un cosinus qui vaut 0 et un sinus qui vaut 1. Et justement, sur l'axe de symétrie entre ces deux points extrêmes, on a des cosinus et des sinus qui sont égaux, et donc un carré, et donc cosinus de π sur 4 égale racine de 2 sur 2, et sinus de π sur 4 égale racine de 2 sur 2. Ce tableau est plutôt simple à apprendre, mais je vous conseille vraiment de retenir les constructions géométriques que l'on a vues auparavant pour être capable de donner, sans avoir trop de réflexion à mener, des valeurs comme cosinus de 2π sur 3 ou sinus de 5π sur 4. Nous arrêterons donc ce premier cours de trigonométrie sur ce tableau, sur ces quelques valeurs à apprendre.
Il existe encore pas mal de choses à découvrir en trigonométrie classique, et donc il y aura une autre vidéo de trigonométrie plus tard, où l'on découvrira notamment les formules de somme cosinus de a plus b, sinus de a plus b, et les propriétés de la fonction tangente, c'est-à-dire sinus sur cosinus. Au revoir.